au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le programme des cantines scolaires se poursuit au Togo. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté le projet de loi sur la restauration scolaire hier. Et c'est sur le terrain, la reprise des cours a entraîné également la réouverture des cantines scolaires. Le constat tout de suite dans cette édition. Et puis le Togo a sacré meilleur exportateur de produits bio vers l'Union européenne en 2019. Les produits biologiques, ou plutôt l'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est? Vous suivrez les réponses dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Les députés à l'Assemblée nationale ont donné leur accord hier pour la poursuite du programme de cantine scolaire. Il sera question désormais de mieux encadrer la mobilisation de ressources conséquentes pour soutenir ce programme, véritable facteur de développement inclusif et solidaire. Edem Sousoupo pour des précisions. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure l'une des causes majeures d'abandon scolaire au Togo. Le phénomène est encore plus remarqué en milieu rural. Près de 23% des enfants scolarisables abandonnent avant la fin du cycle primaire. Les cantines scolaires sont alors identifiées comme un catalyseur dans la promotion d'une éducation de qualité au Togo. Depuis 12 ans déjà, des repas chauds sont servis aux élèves des écoles primaires publiques retenues. De 2008 à 2012, et grâce au projet de développement communautaire et de filets sociaux, 40 092 écoliers issus de 178 établissements sur toute l'étendue du territoire ont bénéficié des repas chauds. Durant les 5 années qui ont suivi, le projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, a mis en place 308 cantines pour 84 983 écoliers des 5 régions du pays avec le soutien de la Banque mondiale. De 2016 à 2018, le projet d'alimentation scolaire a été initié par la CEDEAO dans 6 écoles dans les savanes avec l'ONG Code Utile. L'ONG M Afrique, de son côté, intervient dans 10 écoles à raison de 2 écoles par région depuis 2018. Près de 4 000 écoliers sont touchés. De 2017 à ce jour, le projet de filets sociaux et services de base piloté par l'ANADEB conduit les cantines scolaires dans 315 écoles primaires publiques du Togo, y compris les mêmes écoles que le PDC et le PDC+. La mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire dans notre pays a produit des résultats qui méritent d'être amplifiés et portés à échelle. Nous avons noté, entre autres, l'augmentation de l'effectif scolaire de 9,4% dans les écoles bénéficiaires contre 7% dans les écoles non bénéficiaires, avec une augmentation de l'effectif des jeunes filles. Nous avons également noté une nette amélioration du taux de réussite scolaire. Les repas servis aux enfants dans ces cantines apportent 60 à 75% des besoins quotidiens des enfants en calories. Grâce à l'acte que vous venez de poser, nous pouvons porter cette belle expérience à échelle. L'impact du programme d'alimentation scolaire ne se limite pas seulement aux élèves qui en sont bénéficiaires. Au Togo, nous avons opté pour l'approche communautaire, une approche inclusive, une approche endogène. Et ainsi, depuis 2011, le ministère chargé du développement de la base et celui chargé de l'agriculture appuient des jeunes et des groupements de producteurs en production animale et végétale, des transformateurs de produits locaux à travers des projets et programmes tels que le FAEJ, le PRADEB, le FNFI, le PAEJ SP, le PNIASA, le PASA, etc. À travers ces mécanismes,
Ce sont des milliers de producteurs qui, dans tout notre pays, développent l'agriculture locale et la transformation, créant ainsi une agro-industrie pour alimenter les cantines en vivres et développant ainsi l'économie locale. Rien que sur le projet de filets sociaux et services de base, il a été fourni en 2 ans avec l'appui de la Banque mondiale 29 938 477 repas à 97 518 écoliers dans 315 écoles primaires publiques du Togo, couvrant sur le plan national 6,26% des écoles primaires publiques et 8,80% des élèves. 22 préfectures réparties dans les 5 régions économiques du pays, pour un montant total de 2,5 milliards de francs CFA par an, dont 1,5 milliard de francs CFA par la Banque mondiale et 1 milliard de francs CFA par l'État togolais. Le financement des cantines scolaires par la Banque mondiale a pris fin au 31 janvier 2020 et c'est l'approche communautaire qui est expérimentée pour pérenniser la fourniture des repas dans les écoles des zones pauvres ciblées. Dans cette approche, les communautés concernées font des apports en nature et ou en espèces, tandis que l'État assure directement à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB l'accompagnement technique de proximité et le financement complémentaire requis pour l'opération. Catholic Relief Services va démarrer à partir de l'année prochaine l'opération de cantine scolaire dans 138 nouvelles écoles primaires publiques dans les régions des Savanes et Kara. Et après 3 mois de congé technique pour cause de riposte à la propagation de la pandémie au coronavirus, les élèves ont repris le chemin des classes le lundi dernier. Et cette réouverture des écoles s'est accompagnée de la reprise des services des cantines scolaires sur fond de respect des mesures barrières et de protection contre le Covid-19, et ceci sur toute l'étendue du territoire national au profit des établissements bénéficiaires. Mais comment se déroule l'opération à l'école primaire publique de Namudjoga dans le Pendjal? Chaz Nambaga a suivi une équipe de l'ANADEB. Nous sommes ici à l'école primaire publique de Namudjoga, située à 27 km à l'est de Dapaon, dans la préfecture de Pendjal-Ouest. Le retour de ce menu depuis le 15 juin 2020, date de la réouverture des écoles, est l'assurance d'un repas chaud aux 60 élèves en classe de CM2. La fourniture de ces repas dans les conditions d'urgence sanitaire liées à la pandémie au coronavirus se fait sous observation rigoureuse des mesures barrières. À la reprise, nous avons été très contents que ANADEB nous appuie toujours dans la fourniture du repas. Et franchement, il y a un impact positif dans ce que ANADEB fait. Au niveau de notre cantine, nous avons pris beaucoup de dispositions. Nous avons mis des dispositifs de lavage de mains. Nous nous sommes organisés. Il y a une équipe qui est là pour vérifier, pour surveiller si les enfants se lavent effectivement les mains et le font bien. Nous avons tracé cette distance de 1 mètre au niveau du dispositif de lavage de mains et au niveau de là où les enfants prennent leur repas. Nous avons tracé pour éviter le contact direct avec les uns les autres, pour permettre aux enfants de respecter la distanciation sociale. C'est pour s'assurer du bon déroulement de la fourniture des repas aux enfants et surtout le respect scrupuleux des gestes barrières que le coordonnateur régional de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB Savane, effectue cette visite. Le gouvernement a édicté des mesures qu'il faut respecter et par rapport à la cantine et au respect des mesures d'hygiène qui étaient préalablement établies. Ici, il y avait déjà le dispositif de lavage de mains. Et maintenant, vient s'ajouter la distanciation, le port systématique de cache-nez pour barrer la propagation du virus, du coronavirus. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Je suis contente qu'on a repris les cours et ils ont repris la cantine. À cause du coronavirus, avant de manger, on doit se laver les mains à l'eau et au savon. Je dis merci au chef de l'État. Avant de manger, j'ai lavé les mains. Comment la cantine, ça nous aide à apprendre pour réussir. Merci au gouvernement. L'autre aspect de cette descente de terrain est de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de la nouvelle approche adoptée pour la pérennisation des cantines scolaires. Après le retrait de la Banque mondiale, à la fin du financement, l'État togolais
à partir de janvier, puisque le retrait s'est opéré le 31 décembre 2019, l'État togolais, le gouvernement, assure désormais le financement des cantines scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Et avec une contribution des communautés. Et les communautés contribuent en nature. Ici, il y a eu apport au niveau de Namoudoga, la communauté de Namoudoga. Il y a eu l'apport du riz en nature, d'haricots, du maïs. Voilà quelques denrées alimentaires comme contribution communautaire. Donc il faut dire que désormais, l'État ou bien le gouvernement veut faire de la cantine une affaire communautaire, une affaire gérée par les communautés elles-mêmes. Pour cette réouverture des écoles, seuls les élèves de CM2 bénéficient des fournitures de repas dans l'ensemble des établissements des zones pauvres, ciblées sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région des Savanes, ils sont estimés à 1933 élèves, dont 900 filles réparties dans 67 écoles. Les cantines scolaires constituent l'un des projets phares des filets sociaux et services de base FSB, pilotés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Toujours pour assurer une bonne alimentation aux personnes vulnérables, celles du Grand Lomé ont eu droit justement à des kits alimentaires. Un geste à mettre à l'actif du programme de restaurants communautaires. Robert Kotobi et Sandra Diagbi nous en disent plus. Les portes des restaurants communautaires s'ouvrent de nouveau pour le compte du mois de juin à la faveur des couches vulnérables. L'opération va s'étaler sur 3 jours. Un véritable apport et de réconfort pour les femmes et veuves sans revenus, puis aux personnes âgées et handicapées. À ce premier jour des opérations, chacun est reparti avec des kits alimentaires de rations sèches. Tout le monde souffre à cause de la nourriture. Au moment de la pandémie, je remercie beaucoup le chef de l'État pour son geste. Je lui souhaite bonne santé et la prospérité. Je bénéficie au nom de ma grand-mère. Je dis merci beaucoup à Nadeb pour le geste qu'il fait dans le quartier. En termes de bilan, l'opération boucle 20 semaines avec un résultat satisfaisant. Ces chiffres le démontrent. Au départ, la série d'actions de 3 sites a progressivement gagné du terrain en passant à 13. 149 quartiers défavorisés ont été touchés, 26 832 repas chauds fournis et 43 486 kits alimentaires ont été distribués. Les populations sont satisfaites. La NADEB est satisfaite parce que nous avons tenu à notre promesse. Nous avons impliqué tous les acteurs que nous pouvons impliquer. Nous avons revu notre stratégie de distribution des kits alimentaires avec la pandémie. Nous avons pu fournir des kits à au moins 6500 personnes. À certaines opérations, nous avons été au-delà. C'est tout ceci-là qu'il nous faut nous asseoir avec tous les acteurs qui ont pris part à cette action et tirer ensemble les leçons et voir comment, si nous devons poursuivre cette opération, comment la poursuivre. ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, bras opérationnel du projet, revient sur les mesures barrières. Nous profitons au cours de cette séance pour parler, pour interpeller, pour sensibiliser nos concitoyens et concitoyennes sur les mesures barrières. Surtout, le port des masques, le lavage des mains réguliers et le refus d'aller dans des grands rassemblements. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de l'Union européenne et de la Chine, la prise en charge s'étend aux préfectures de Tchaoudjo et de Tonne. Les restaurants communautaires relèvent du programme de développement communautaire en zone urbaine financé par le programme d'appui aux populations vulnérables. Et pour voler secours des plus démunis en cette période de crise sanitaire, justement, l'ambassade de Chine vient d'offrir un important lot de vivres et de non-vivres à l'Agence de solidarité nationale. Nous retrouvons Sandra Aziagbe. Le ministère en charge de l'action sociale reçoit un appui de l'ambassade de Chine en vue d'assurer le mieux-être des orphelins en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Cette action témoigne une fois de plus de bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Togo et la Chine, en croit le diplomate chinois. Nous estimons qu'en cas de crise sanitaire, il est d'autant plus important de prendre soin des personnes vulnérables. Ce geste s'inscrit dans une série d'activités de solidarité sociale lancées par l'ambassade pour faire en sorte que la coopération sino-togolaise
puisse apporter plus de bénéfices tangibles à la population, aux personnes vulnérables en particulier. En ce moment particulier où sévit la maladie au nouveau coronavirus avec ses conséquences sur l'économie mondiale, le gouvernement apprécie les gestes de ses partenaires dans la gestion commune de la crise sanitaire. Les couches les plus vulnérables font l'objet d'une attention toute particulière de la part du gouvernement et des partenaires au développement. Et la Chine est toujours à nos côtés. Vous vous rendez compte, les conséquences de la crise sont observables aussi bien au plan économique, social que psychologique. Et pour ces personnes déjà vulnérables, les effets de la crise sont plus graves. Il est de bon ton que nous courions à leur secours. En fonction des centres d'accueil sur l'ensemble du territoire national, se fera la distribution de ces vivres et non-vivres. Tout ceci dans le respect des mesures barrières. Le Togo s'engage à protéger et surtout améliorer son écosystème forestier avec pour objectif d'atteindre les 30% de couverture végétale dans les années à venir. Et le plan national d'investissement forestier lancé par le pays en 2018 en est donc le cadre parfait. Pour l'atteinte de ces objectifs, 60 milliards de francs CFA seront mobilisés. De quoi est-il question concrètement? Lucas nous répond. Le couvert végétal du Togo s'étend sur 53 000 hectares. Sur cette superficie globale, les plantations étatiques s'étendent sur plus de 20 000 hectares et les privés s'adjugent le reste. C'est le fruit d'un taux de reboisement sans cesse croissant d'année en année. De 10 000 hectares dans les années 80, l'espace reboisé par le Togo par an est passé à 2 000 hectares à partir de 2010. Ce progrès est soutenu par diverses actions concertées menées par le gouvernement et le secteur privé. Aujourd'hui, l'ambition a encore évolué. Le pays veut restaurer 1,4 million d'hectares déboisés ou dégradés d'ici à 2030. Et pour y parvenir, il s'appuie sur une approche participative de gestion durable des forêts qui encourage l'aménagement des aires protégées par les populations riveraines et la régénération des ressources. À cela s'ajoute le plan national d'investissement forestier PNIF. Évalué à près de 60 milliards de francs CFA, il court de 2018 à 2022. Il est composé de 3 axes. Il s'agit de la gestion des aires protégées, la gestion des écosystèmes forestiers et la sensibilisation ainsi que la mobilisation des ressources. Le PNIF n'est pas dissocié du programme de convergence des écosystèmes forestiers dans la CEDEAO. Ce programme veut créer une synergie d'action pour lutter contre le commerce illicite des ressources forestières et protéger la faune et la flore. Atteindre un couvert végétal de plus de 10% par rapport au taux de déforestation qui est passé de 5% à 0,42% durant ces 5 dernières années. C'est l'engagement du gouvernement. Et pour 2020, 35 000 hectares de forêt seront restaurés, 10 000 hectares plantés, 5 000 hectares d'agroforêt et 20 000 hectares de forêt enrichie constitués. Le pays dispose de 5 732 200 plants, toutes essences confondues, pour boucler la campagne nationale en cours. Si le gouvernement s'est engagé dans cette lutte, c'est pour tirer meilleur profit des bienfaits qu'offrent les arbres. Au-delà de leurs atouts écologiques, ils constituent des valeurs économiques et socio-culturelles non négligeables. Les forêts contribuent à combattre les changements climatiques, assurent la purification de l'air et la fourniture de l'eau propre. C'est fort de ces avantages que le Togo travaille d'arrache-pied pour accroître davantage sa couverture forestière de 24,24% à 30% dans les années à venir. Et puis la vie reprend peu à peu son cours depuis la levée de certaines mesures de restriction dont le couvre-feu au Togo. Et d'aucuns pensent que c'est la fin de la maladie dans notre pays. Ils ont du mal donc à respecter les autres mesures en vigueur. À la 9e rencontre hebdomadaire avec la presse ce mercredi, la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 tire la sonnette d'alarme et le rappelle, les hors-la-loi seront punis. Écoute ça là pour le compte rendu.
Técon. Quelques endroits clés de la ville de Lomé mentionnés par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 où les mesures barrières dans la riposte au nouveau coronavirus sont foulées aux pieds. La levée du couvre-feu il y a quelques semaines s'apparente pour plusieurs à la fin de la pandémie au Togo. La coordination fait le recadrage. Nous avons été interpellés sur le non-respect de ces mesures dans certains endroits, surtout à Lomé. Et ces zones, de jour ou de nuit, personne ne respecte les mesures barrières. La FOSAP et la justice feront leur travail parce que c'est des mesures qu'il faut respecter parce que notre vie est en danger si les autres ne respectent pas ces mesures-là. Dans la démarche, il faut aller voir les bars ou les boîtes qui ouvrent. Il faut maintenant, dès qu'on a fini cette démarche, qui est une démarche de compréhension, en ce moment, les interpellations peuvent suivre. Il ne faut pas que cette levée de couvre-feu soit confondue avec l'arrêt de toutes les autres mesures. La levée de couvre-feu n'autorise pas la veillée, n'autorise pas les enterrements avec un effectif pléthorique, n'autorise pas les salutations d'usage. Le Togo, malgré tout, tend progressivement vers la reprise complète des activités. À ce jour, le pays maintient sa stabilité en termes de situation épidémiologique avec une trentaine de nouveaux cas au cours de la semaine dernière. Parmi eux, 5 élèves enregistrés dès la reprise des cours le 15 juin dernier. Les élèves qui viennent de l'étranger ont été testés et c'est dans ces cas-là qu'on a trouvé 4. Par contre, un, dans sa famille, ses parents avaient le Covid. Et comme on a su ça, on a fait, c'était un cas contact, donc on a fait le prélèvement avant qu'ils ne viennent à l'école. Et donc ça a été la 5e personne. Il y a eu à Saint-Cassé, à Mango, et puis un à Lomé. Cette semaine, nous sommes à 39 pour toute cette semaine. Ce qui veut dire que l'évolution est toujours favorable avec la diminution des cas cumulés par semaine. Chaque secteur doit adapter les mesures en fonction de leur secteur. Et nous allons continuer par veiller pour que les choses marchent dans ces écoles, pour qu'on n'ait pas de contamination venant de ces écoles. La population est invitée à respecter les mesures édictées contre le coronavirus. Jusqu'à nouvel ordre, les frontières et les lieux de culte restent fermés. Le gouvernement travaille encore sur la possibilité de leur ouverture. Je vous donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 24 juin 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 583. 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 392. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 177 et le nombre de décès est de 14. Un nouveau décès enregistré depuis hier. Et c'est un c'est un communiqué signé du ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Et le Togo, à l'instar des pays de l'espace de l'UEMOA, la CEDEAO et de l'OACI, reprendra ses activités aéroportuaires dès le mois prochain. Mais avant cette réouverture des frontières aériennes, les autorités aéroportuaires ont tenu hier une réunion préparatoire avec les responsables des compagnies aériennes ainsi que les agences impliquées. Voyons cela avec Sonia Aminikbo. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé peut désormais reprendre ses vols dès le mois de juillet. Mais avant, une réunion préparatoire s'impose. Ici, autorités aéroportuaires, responsables des compagnies aériennes ainsi que des agences en charge du voyage réfléchissent sur les procédures à adopter pour une meilleure reprise des activités. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez la nouvelle aérogare.
une aérogare de référence dont l'audit nous a placé premier en Afrique. Et aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme. Si vous allez à l'aéroport, aucune activité. Vous verrez les avions des choses à Sky parqués. C'est désolant. Si rien n'est fait, les compagnies africaines vont disparaître une à une. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? C'est de voir dans quelle mesure il faut reprendre ces activités. Pas n'importe comment. C'est pour ça que nous, organes techniques, nous nous sommes réunis avec les partenaires, les compagnies aériennes, la sécurité, la sûreté, les sociétés d'assistance, pour que chacun des éléments définisse la procédure, pour que la reprise n'entraîne vraiment pas de contamination supplémentaire. Cette réunion vise à harmoniser les procédures, rédiger les procédures, pour que la reprise des activités n'entraîne pas une augmentation du Covid de façon exponentielle. D'après l'Association internationale des transports aériens, IATA, et l'Association des transporteurs africains, les compagnies aériennes africaines pourraient être amenées à déposer leur licence si rien n'est fait face à la pandémie du Covid-19. Les autorités togolaises, conscientes de l'ampleur de la situation, mettent les bouchées doubles afin que cette reprise soit effective et efficace. L'OACI, la CAFAC, la FRA, l'IATA, tout le monde souhaite la reprise des activités. En amont, pour la reprise, il doit y avoir des mesures vraiment très strictes. D'abord, les aéroports doivent être désinfectés. Première des mesures. Pas avec n'importe quel produit, parce qu'il ne faut pas, en voulant se désinfecter, constituer un poison pour les gens. Il y a des produits recommandés. Les aéronefs doivent être désinfectés avec des produits bien recommandés. Et naturellement, avec l'avis des médecins. Et ensuite, le port de masque obligatoire dans les avions. La mesure de distanciation dans les avions. Ceux qui doivent embarquer doivent fournir obligatoirement un certificat attestant qu'ils sont négatifs. Et c'est pour ça qu'à l'arrivée, nous aussi, nous avons pris des mesures pour que ceux qui arrivent soient testés, pour qu'on soit ceux qui sont négatifs, pour éviter que l'épidémie ne prenne une courbe exponentielle. Nous avons aussi recommandé les mesures barrières à respecter. Je rappelle que c'est les autorités, les premières autorités, nos chefs d'État qui nous donneront le temps pour l'ouverture. Et vous savez que ça doit être concerté. Donc c'est par concertation que nous aurons les institutions pour l'ouverture, les ordres pour l'ouverture. L'autre aussi, c'est que on va créer une plateforme sur laquelle 72 heures avant, pour ceux qui voyagent, doivent se faire tester. Et à l'arrivée, donc nous devons aussi, sur la même plateforme, rechercher toutes les informations. Vous savez, au départ, il y aura des circuits, il y aura des marquages. Donc, ce n'est pas prendre à la légère. Il faut tout faire pour lutter contre l'expansion de ce Covid. L'OACI les a recommandés. Deux types de recommandations. La première, c'est les installations, comment sécuriser. Et la deuxième, c'est les aéronefs. Et troisièmement, les équipages et le personnel. Comment les suivre? Parce qu'un pilote qui arrive avec son avion ne vient pas pour se mettre en quarantaine. Les hommes d'affaires qui viennent ne sont pas pour se mettre en quarantaine. Quand les gens vont vouloir rentrer, comment faire pour qu'il n'y ait pas une augmentation de pandémie? Il faut que tout le monde soit testé, que les gens soient négatifs pour arriver. Et quand ils arrivent ici, ils doivent aussi faire un test. Et ce test, c'est le lieu encore de saluer le chef de l'État qui a mis sur la plateforme un laboratoire moderne, très équipé, avec un personnel compétent. Et c'est le lieu de remercier aussi l'économie numérique qui envisage de nous accompagner par une plateforme sur laquelle il y aura des gens qui vont remplir bien 72 heures à l'avance les informations pour leur voyage. À notre niveau, à Bruxelles-Lens, en dehors des mesures barrières, nous
faisons un nettoyage Covid-19. Nous désinfectons l'aéronef et de l'intérieur comme de l'extérieur. Et à Bruxelles aussi, nous encourageons maintenant les paiements électroniques, les achats électroniques au détriment des contacts avec le personnel. À l'issue de cette rencontre, des recommandations vont être formulées et soumises à l'appréciation des plus hautes autorités du pays en vue de leur adoption. Et toujours dans le cadre de cette crise sanitaire, je vous donne lecture de cet arrêté interministériel. Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme et le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, considérant l'état d'urgence, arrêtent. Article 1er. Du fait de la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19, toutes les activités culturelles, physiques et sportives de masse sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Toute contravention aux dispositions de l'article 1er expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Article 3. Le secrétaire général du ministère de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme et celui du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter du 20 mars 2020 et sera publié au journal officiel de la République togolaise. Demain 25 juin, la communauté internationale va célébrer les gens de la mer. Chargés du transport des produits vitaux en cette période de crise sanitaire, ils jouent également un rôle important dans la chaîne de commerce mondiale. À l'occasion de cette journée et à la veille, le gouvernement togolais leur rend hommage et affiche sa volonté d'améliorer leurs conditions de travail. Et c'est ce qu'on retient de l'adresse du ministre en charge des transports. Et l'essentiel de ce message est présenté par Luc Assis. 90% du commerce international transite par la mer. Dans la bonne marche de cette chaîne de l'économie mondiale, les gens de mer jouent un rôle primordial. Ils assurent la circulation des vivres et non-vivres. Ce rôle s'est accru avec la crise sanitaire que subit tous les continents. Sur initiative de l'Organisation maritime internationale OMI, ce corps de métier est célébré pour la 9e fois consécutive ce 25 juin, Journée internationale des gens de mer. Le thème retenu cette année pour célébrer cette fête des gens de mer est le Seafarers are Key Workers, c'est-à-dire les marins sont des travailleurs clés. À travers ce thème, l'Organisation maritime internationale appelle les États membres à reconnaître les gens de mer comme des travailleurs clés et à leur offrir le soutien, l'assistance et les possibilités de déplacement dont ils ont besoin dans cette crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, les gens de mer font partie de la ligne de front dans la lutte mondiale contre la pandémie de la Covid-19, puisqu'ils jouent un rôle essentiel pour assurer le transport des biens vitaux, tels que les vivres et les non-vivres, les médicaments et les fournitures médicales, dans un environnement d'incertitude et de difficultés concernant l'accès au port, le réapprovisionnement, les changements d'équipage, les embarquements, les débarquements des marchandises. Au regard de la complexité de ce métier, le gouvernement est à pied d'œuvre pour offrir de meilleures conditions de travail aux gens de mer. Avant l'accomplissement de ces mesures, leurs sacrifices sont salués. Nous exprimons la reconnaissance de toute la nation togolaise aux gens de mer qui sont des travailleurs clés dans le transport maritime et le ministère des Transports et des Infrastructures s'engage à œuvrer davantage pour améliorer leur environnement de travail et promouvoir leur bien-être. Je voudrais aussi les assurer que le gouvernement togolais accordera encore plus d'attention à leur situation dans les politiques sociales de notre pays. Des réflexions sont d'ailleurs en cours sur le régime de protection sociale et d'assurance et la rédaction de la Convention collective sociale des gens de mer est également en cours. Une place de choix est réservée au secteur des transports dans le plan national de développement PND. Et les gens de mer ont aussi un rôle important à jouer dans la réalisation de ce plan quinquennal.
Décision numéro 35/HAC/20 portant suspension du bimensuel Panorama. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, vu le rapport de violation du service du monitoring du 29 mai 2020, suite à la parution du numéro 382 du bimensuel Panorama relatif à l'article intitulé, je cite, Togo 15 ans sous Fort Gnazingbe, saga des crimes non élucidés. Fin de citation. Et dont l'illustration laisse entrevoir à la une photo du chef de l'État qui braque une arme sans aucune légende. Considérant que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a, le 16 juin 2020, invité le directeur de publication du bimensuel Panorama, Monsieur Kofi Messan Tchatou, à une séance d'audition le 15 juin 2020 pour échanger sur le contenu de cet article, considérant qu'en lieu et place du directeur de publication du bimensuel Panorama invité, c'est Monsieur Rodrigue Kapoin-Amedonou, directeur de la rédaction, qui s'est présenté à l'audition. Considérant qu'au cours de l'audition, la HAC a constaté l'absence du directeur de publication du bimensuel Panorama qui, selon les vérifications faites, vit depuis plusieurs années hors du pays. Considérant que ce constat avait été fait lors d'une audition en octobre 2017 et que la HAC avait demandé à M. Rodrigue Kapoin-Amedonou, directeur de la rédaction, de régulariser la situation administrative du journal. Considérant que malgré cette injonction, M. Rodrigue Kapoin-Amedonou, directeur de la rédaction, n'a pas daigné mettre en application l'article 76 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au Code de la presse et de la communication en République togolaise, qui stipule notamment que toute modification relative au changement de directeur de publication est soumise à une déclaration sur présentation d'un dossier adressé à la HAC. Considérant qu'au cours de l'audition, le directeur de la rédaction s'est engagé à corriger ce manquement et à accomplir les formalités de changement du directeur de publication avant la prochaine parution de son journal. Considérant que la photo sans légende de la une de la parution numéro 382 traduit une volonté délibérée du journal de déformer les faits et d'induire les lecteurs en erreur quant aux auteurs des crimes évoqués, dans la mesure où, au cours de l'audition, M. Amedonou a indiqué qu'il s'agissait d'un photomontage. Considérant que les deux manquements évoqués constituent des violations flagrantes du Code de la presse et de la communication et du Code de déontologie des journalistes du Togo, en conséquence, la HAC, après en avoir délibéré en sa séance du 19 juin 2020, décide. Article 1er. Une suspension du bimensuel Panorama pour violation des règles professionnelles du métier de journaliste et jusqu'à accomplissement des règles administratives relatives aux publications nationales écrites. Article 2. La présente décision est notifiée au directeur de la rédaction du bimensuel Panorama. Article 3. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, est rendue publique et publiée au journal officiel de la République togolaise. Et c'est donc un communiqué, plutôt une décision donc signée du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Pitalonani Telou. Et voilà, donc ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise, respectant toujours les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.